Quand j'ai pris l'avion pour le Japon, j'étais trop content. J'avais une place au hublot et pendant ces 12 heures de vol, j'allais pouvoir voir la mer, le Kazakhstan, les grandes villes chinoises et... Bah non, je n'ai vu que de la neige. L'avion a fait un grand détour courbé par le nord. Pourquoi ne pas avoir volé directement en ligne droite ou plus logiquement coupé par le pôle Nord pour aller plus vite? En me posant cette question, j'ai découvert plein de secrets sur les trajectoires des avions. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense et certaines zones sont surprenamment évitées. Par exemple l'Himalaya, le Pacifique, le Parthénon ou même la Kaaba, le lieu sacré des musulmans. Quel est leur point commun? Tu verras, il y a derrière des explications scientifiques et des histoires parfois terrifiantes. Pourquoi les avions évitent-ils le pôle Nord? Regardez le trajet d'un avion Alaska-Moscou, rien ne vous choque? Là, si on est logique, il faut couper directement par le pôle Nord. Ça ferait économiser des milliers de kilomètres de trajet, comme ici pour New York-Pékin. Sauf que vous vous en doutez, c'est dangereux. Non pas parce qu'on y risque d'y percuter le Père Noël, mais parce que s'y trouvent trois grandes peurs des pilotes. D'abord, les jet streams polaires. Des vents extrêmement puissants de haute altitude qui peuvent provoquer de grosses turbulences et retards sur le plan de vol. Deuxième danger, le dérèglement des appareils de bord. On est au nord magnétique et à cause de ça, les boussoles, les appareils de navigation ont tendance à devenir fous. Très difficile de naviguer correctement. Enfin, troisième danger, les radiations solaires. Au pôle, le bouclier magnétique et atmosphérique de la Terre protège beaucoup moins des vents solaires. Alors pour vous, simple passager, c'est comme faire 4 radios du torse. Mais pensez au personnel de bord qui font ça plusieurs fois par mois. En 2018, une hôtesse de l'air coréenne atteinte de leucémie a été la première à demander une reconnaissance d'un accident du travail après avoir pendant 6 ans traversé cette funeste voie polaire. Même si les compagnies aériennes l'évitent, certains le font quand même. Est-ce que c'est parce que c'est des gros rats qui veulent faire des économies sur votre santé et celle du personnel de bord? Pas totalement. La vraie raison, c'est qu'il y a un gros problème politique dans cette zone. Pendant l'époque soviétique, aucun avion occidental n'était autorisé à survoler le territoire. Ça rigolait zéro, hein. Un vol États-Unis-Corée a fait l'erreur d'un peu pénétrer l'espace russe et bim, instantanément descendu. Avant les années 50, on ne pouvait pas non plus passer par le pôle Nord parce qu'on n'avait pas les technologies pour compenser les anomalies magnétiques dont on a parlé. Heureusement, avec le temps, la fin de la guerre froide, la Russie ouvre enfin son espace aérien. Mais pas à n'importe quel prix. Une seule compagnie aérienne par pays sera autorisée à survoler le territoire russe. Du coup, Air France est la seule compagnie française qui peut desservir le Japon via la Russie. Certains n'ont même pas le droit, hein. Par exemple, la Russie aime pas trop la Norvège, hop, interdit d'y passer. L'Europe intervient en Ukraine, hop, menace de fermer l'espace aérien russe. Si ça se produisait, ça serait une catastrophe. Aller en Asie prendrait 3 heures de plus, et les prix des billets augmenteraient minimum de 150 €. D'un autre côté, la Russie fait payer très cher le survol de son territoire, plus de 10 000 € par vol et par avion. Ce qui fait que le corridor sibérien est probablement l'espace aérien le plus rentable de l'histoire. Pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que les États-Unis étaient loin d'être les gentils de l'histoire. Ceux-ci considèrent la quasi-totalité de l'océan Pacifique comme leur propriété. Ils taxent tout avion qui y passe. Même si les États-Unis sont à l'autre bout du monde, tu dois payer. Comme quoi. Pourquoi les avions évitent-ils le pôle Sud? Alors oui, ça parle encore de terres enneigées, mais ici, le problème est différent. Déjà, on s'en doute, à quoi ça sert d'aller là-bas? À part peut-être un trajet Chili-Australie, mais sinon sur la map, il n'y a pas grand monde. Mais surtout, l'Antarctique, c'est pas de la banquise. C'est un vrai continent avec des montagnes recouvertes de neige et des conditions météo extrêmes. Personne n'a envie de voler là-bas, à part pour s'amuser. En 1979, la compagnie Air New Zealand se dit « On va faire un vol touristique de quelques heures avec des gens qui vont pouvoir regarder l'Antarctique depuis le hublot. Qui veut ?» 2 heures de ça. Pire, ce jour-là, il y avait ce qu'on appelle un blanc dehors. On voyait absolument rien. Tellement rien que les pilotes n'ont pas vu que se dressait devant eux le mont Airbus. 250 personnes ont foncé tout droit sur ces 3800 mètres de pierre. On voit rien, remboursé. Pourquoi les avions ne survolent pas l'Himalaya? Avec ce qu'on vient de dire, ne pas survoler l'Himalaya paraît être une décision plutôt logique. Mais c'est plus compliqué que ça. Déjà, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a des aéroports dans les montagnes. Genre ici, l'aéroport de Courchevel, bon, faut quand même avoir des bonnes grosses boulaxes pour s'y poser. Dans l'Himalaya, il y a le célèbre aéroport de Lukla, qui décroche la palme d'être l'un des plus beaux et l'un des plus dangereux du monde. Une piste très courte, inclinée, avec un précipice au bout. Autant dire qu'il faut pas y passer son permis avion.
Mais vous allez me dire que le problème ici, pour un avion de ligne, c'est plutôt la hauteur des montagnes. Sauf que non, un avion ça vole à plus de 10 000 mètres, le mont Everest est à 8848 mètres, c'est court, mais il y a de la marge. Pour voir le souci, on va faire une petite expérience. Prends tes billets, on décolle pour l'Himalaya. C'est bon? T'es installé? Zut, je crois que j'ai provoqué un problème de dépressurisation. Mais pas de panique, hein, le pilote va s'en sortir, on peut se poser sur une piste d'ici 40 minutes. Tu mets ton masque à oxygène et... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, presque. Dans les avions, on n'a que 10 à 20 minutes de réserve d'oxygène. Pour pouvoir de nouveau respirer sans aide, il faut que l'avion descende à moins de 3000 mètres, altitude à laquelle l'oxygène est en quantité suffisante. Et là, va vraiment falloir naviguer entre les montagnes. Impossible d'amontagnir. Imaginons quand même que votre pilote y arrive, il vous pose dans une belle poudreuse qui ralentit votre chute. C'est ce qui s'est passé le 13 octobre 1972, quand un avion uruguayen s'écrase dans la cordillère des Andes à 3600 mètres d'altitude. Les 45 passagers à bord sont une équipe de rugby, ainsi que la famille et les amis des joueurs. Un tiers ne survivront pas au premier jour. Isolés et sans nourriture, les survivants apprennent grâce à une radio que les recherches ont été abandonnées. Les autorités estimant que l'avion étant blanc, c'était indiscernable dans la neige, donc c'est mort. Un tiers périront dans les 2 mois d'attente qui suivirent. Après 10 jours de marche, 2 des survivants rencontrent enfin un fermier local. Et on récupérera ces survivants qui ont vécu 2 mois dans le froid, sans nourriture. Là-haut, la viande humaine se conserve plutôt bien, et on avait beaucoup à disposition, donc je vous laisse imaginer la suite. 33 ans après le drame, un alpiniste s'est rendu sur les lieux du crash et a pu récupérer le portefeuille de l'un des survivants. Portefeuille qu'il a pu rendre à son propriétaire, avec qui il est devenu ami. Ami à qui vous pouvez demander sans sourciller, alors, c'est vrai que ça a le goût de poulet? Pourquoi ton pilote fait de drôles de zigzags? Regardez ce plan de vol. C'est du grand n'importe quoi, on est d'accord. C'est juste l'un des records des trajets le plus long par rapport à la distance parcourue. Normalement, un Jordanie-Liban, c'est 10 minutes en avion. Là, ça prend 1h30. En fait, les pilotes doivent éviter de voler au-dessus d'Israël et du Sinaï, puisque ces pays sont pas trop potes entre eux. Ça paraît logique, mais oui, les avions ne survolent pas les zones de conflit. L'anecdote la plus folle à ce sujet, c'est la raison du pourquoi on reste très éloigné de la Corée du Nord. En 2017, au-dessus de la mer du Japon, un avion d'Air France Paris-Tokyo a croisé un missile balistique nucléaire nord-coréen. Le missile se baladait tranquillou à côté de l'avion. Et quand je dis croisé, c'est genre à 5 minutes. Tu regardais au hublot, tu voyais la lueur au loin. Là, on a parlé de pays, de vastes étendues, mais les interdictions de survol peuvent se faire sur de bien plus petites zones. En fait, des zones de quelques mètres que personne ne peut survoler. Le plus iconique de ces endroits, c'est le lieu le plus sacré de l'islam, la Sainte Kaaba de la Mecque. Il y aurait une raison mystique. Des anomalies magnétiques et perturbations gravitationnelles qui rendraient les équipements de vol complètement fous. Selon certains, les oiseaux seraient incapables de la survoler, mais dans les faits, il y a des oiseaux, il y a des pigeons et même des hélicoptères. Ici, en fait, c'est le gouvernement qui ne veut pas, histoire de garantir la sécurité et la tranquillité des croyants. C'est quand même plus beau un ciel bleu. Pareil pour le Machu Picchu au Pérou, le Parthénon d'Athènes ou d'autres monuments également protégés. La peur ici, c'est que l'avion se crache et détruise ces monuments de l'humanité. Même Disneyland est une zone de restriction aérienne aux États-Unis. Mickey peut détourner le chemin des avions. C'est un des rares établissements privés au monde à pouvoir faire ça. Ici, on comprend que c'est pour la sécurité. Mais parfois, la raison est plus insolite. Par exemple, toujours aux États-Unis, interdit de survoler la prairie Chapel Ranch. Vous vous demandez sûrement pourquoi on ne peut pas passer au-dessus d'un ranch au milieu de nulle part. Petite information qui va vous aider, ce lieu se nommait de 2001 à 2009 la Western White House, la Maison Blanche de l'Ouest. En fait, il s'agit de l'une des résidences privées du président de l'époque, George W. Bush, qui s'est dit « je veux être pépou chez moi, donc pas d'avion ». Moi aussi, je serais pas contre. Dernière partie, pourquoi les avions ne volent-ils pas tout droit? On arrive enfin à la question que je me suis posée au début. Regardez ce trajet Los Angeles-Tokyo. Déjà, ça brise l'idée reçue comme quoi les avions ne survoleraient pas le Pacifique. Si, ils le font très bien, la preuve. Mais surtout, cette image me fait poser une question. Pourquoi faire cette courbe étrange? Là, il n'y a pas de monument de Russie ou de pôle Nord. On peut voler en ligne droite, alors pourquoi on le fait pas? Bon, vous vous en doutez, le problème vient du fait que votre carte est plate et que la Terre est une sphère. Si on prend une map monde et qu'on tire sur la corde entre 2 points, la corde va se courber. La ligne droite devient une courbe, la ligne courbe devient le chemin le plus court. En mathématiques, on appelle ça la loxodromie et l'orthodromie. On ne se rend pas compte à quel point nos cartes ne représentent pas du tout la réalité. Essaye,
enlève le papier autour de ton globe terrestre et essaye de le mettre à plat. Il y aura des boursouflures partout et tu seras obligé de découper certaines parties. Au final, il y a des dizaines de façons de représenter une carte à plat, mais ça t'oblige soit à découper des océans, supprimer des continents ou complètement distordre la réalité. C'est le cas de la projection Mercator, les zones au nord et au sud deviennent énormes par rapport à ce qu'elles sont en vrai. L'Europe, la Russie, l'Amérique sont une toute petite zone terrestre très proche l'une de l'autre. Ironique que les pays qui se considèrent centre du monde soient en fait à sa périphérie. Les amis, promettez-moi la prochaine fois que vous prenez l'avion, vous faites attention à la trajectoire que vous prenez. Demandez-vous pourquoi mon avion prend ce chemin-là plutôt qu'un autre. Vous allez voir, c'est amusant et comme vous l'avez vu, ça permet d'apprendre plein de choses sur l'histoire et la science. Tout ce qu'on aime sur Trash. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Pour nous, c'est comme un signal. Les gars, continuez! Et pour vous, c'est la certitude d'être prévenu quand ça sort. Si vous avez le temps, j'ai aussi un Instagram et un Twitter. Merci à toute l'équipe de s'être donné à fond sur cette vidéo difficile à faire quand même. Allez les amis, ciao!